l'organisme pour leurs clients exposés. Moi, à mon avis, le narcotrafic, je vais parler de ma région, la région de Kidal, qui est devenue à un moment donné une plaque tournante du trafic de stupéfiants, d'armes, du trafic humain, je peux dire. On est devenu un terrain d'expérimentation dans la région de Kidal dans les années 2003. Et il y a eu l'apogée de ces phénomènes en 2006, surtout avec la prise de Kidal. Et on a lancé, il y a eu la lancée de la rampe de notre fusée en 2012, qui a concrétisé tout ça, où il y a eu un terrain un peu vague, où les trafiquants de drogue ont eu la liberté de circuler là où ils veulent, comme la première route qui nous venait du Polisario jusqu'au sud de l'Algérie et qui traverse le Niger et qui va jusqu'en Égypte. Il y a un autre passage qui vient du Togo, qui traverse le Burkina Faso, qui traverse le Mali, qui passe entre le Niger et l'Algérie jusqu'en Égypte. Je me demande où est-ce qu'étaient la plupart des pays quand même, parce que ça traverse beaucoup de pays avant d'arriver au lieu de destination. Ça, c'est un point d'interrogation. Et ça, c'était par voie terrestre. Nous avons connu une autre voie, qui est la voie aérienne. Nous avons eu des aéroports au niveau de certaines régions où les avions atterrissaient. Soit c'est notre région ou la région voisine de Gao. Et ça, c'est au vu et à l'insu de tous les pays. Nos gouvernements n'ont pu freiner ces phénomènes à cause de la corruption et de l'implication de ceux-ci, soit dans la facilitation ou la vente et la circulation de la drogue. Parce que quand même, les gouvernements étaient beaucoup impliqués dans le système, donc ils ne pouvaient pas du tout le freiner. Quant à la société civile, à mon avis, elle n'est pas restée à l'abri de la tentation à cause du chômage des jeunes et la pauvreté généralisée. Et à ceci s'est ajouté le trafic d'humains, d'armes, et vous voyez un peu la tentation que les jeunes pouvaient avoir. Nous savons que quand vous allez... C'est une histoire de milliards, ce n'est pas une histoire de millions. Donc ça effraie les gens. Quand vous voyez un de vos camarades qui aujourd'hui n'avait absolument rien, il n'avait même pas de quoi se payer une cigarette, que le lendemain vous les voyez avec une valeur de 200 à 300 millions, ça tente les jeunes qui n'ont rien à faire. Donc c'est très très difficile. Donc ce trafic en tout genre sert de source de financement aux différentes rébellions aussi, il faut le dire. La lutte contre le narcotrafic doit être une lutte permanente de tous les pays, comme celle qu'ils ont engrangée actuellement contre le terrorisme, donc ça doit être le même phénomène. Dans ma région que je connais bien, tant qu'il n'y a pas d'emploi des jeunes, surtout des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, tant que la pauvreté est généralisée, ça va être très très difficile de juguler ces problèmes de trafic de drogue, d'humains, d'armes. Ça va être très très difficile. Donc nous savons que les pays comme les États-Unis ont tenté quand même de juguler ce phénomène, mais jusqu'à présent ils sont sur la liste. Malgré leurs moyens, qu'est-ce qu'on va dire des pays sous-développés? Donc c'est un point d'interrogation. En tant que société civile, nous devons nous donner la main quand même pour dénoncer ces phénomènes. On ne peut que dénoncer et aider nos gouvernements à trouver des solutions en fonction de chaque situation. Moi je pense que c'est un peu ce que nous devons faire pour le moment, c'est de dénoncer, c'est de pouvoir informer le gouvernement de la situation et essayer de les influencer. En ce qui concerne Madame le ministre, c'est son intervention, je suis d'avis avec elle aujourd'hui que la communauté internationale aujourd'hui est en train de spolier notre environnement. Moi, je l'ai dit, je suis l'un des premiers à lui dire que le jour où on nous a posé la question qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des casques bleus au Mali? J'ai été très clair, j'ai dit que les casques bleus ont démontré leur faiblesse au Congo. Après 17 ans, le Congo est encore en guerre. Et je crois que je souhaite qu'on se retrouve ici dans 2 ans,
Mais si les casse-bleus viennent chez nous, je crois que ça va être... ils vont rester pour longtemps. Ils vont rester pour longtemps, c'est clair. Et comme elle l'a dit tout de suite, ce sont les mestres qui vont en pâtir. Les mestres vont en pâtir. Ça, c'est très très clair. Nous allons apprendre d'autres habitudes. Et je vous jure que dans la région du Kidal, ces casse-bleus ne peuvent empêcher rien. Rien. Aujourd'hui, la France est à Kidal. Les exactions se passent, tout se passe. Mais elle est là, elle a les bras croisés. Elle a les bras croisés. Qu'est-ce que vous allez dire d'un Chinois qui va venir demain, d'un Norvégien qui va venir demain, ou je ne sais pas de quel pays qui va venir, qui ne connaît pas le coutume, qui ne connaît pas la zone, qui ne connaît rien, ils sont là derrière leurs armes, assis, on tire sur les gens, on fait ce qu'on veut, ils ne peuvent rien empêcher. Donc, ça va être très très difficile, très 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 difficile, et nous souhaitons que nos pays limitrophes, le Niger, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, nous aident dans cette situation. Pour finir, je pense que nous allons revenir à ces 4 pays. Quelle que soit la situation, nous allons revenir à ces 4 pays. Parce que, comme l'a dit quelqu'un hier, nous sommes dans un système de recolonisation de l'Afrique et du Mali. Je vous remercie. Merci à notre ami M. Maïga Ramdi.